Bien, bonsoir à tous, bienvenue dans cette troisième séance de présentation des nouvelles règles de course à voile. Avant de passer la parole aux intervenants aujourd'hui qui sont Thierry Poiret et Romain Gauthier, je dois vous prévenir qu'un mail va vous être adressé pour vous expliquer ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est-à-dire que la séance numéro 1 qui n'a pas bien marché va redémarrer lundi 22 février à 18 h. C'est donc à l'issue de cela, les 3 séances qui ont été enregistrées seront disponibles sur le site courant de la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire exactement quand. Les questions qui ont été posées se retrouveront sur le forum du site arbitrage de notre fédération. Et les différentes diapositives qui ont été des intervenants, vous pourrez également les retrouver sur le site. Donc, avant de commencer, donc pour une troisième fois, je tiens à remercier le travail qui a été fait par tous nos intervenants, à savoir Christophe Gaumont, Romain Gauthier, Jean-Luc Gauthier, Tom Gringer, Yves Église, Thierry Poiret, et Corinne Aulnette et Cécile Vénuat. Donc, je vous souhaite une bonne troisième séance et à bientôt. Ok. Ok, donc espérons que tout le monde est à l'écoute. Et donc, on va enchaîner sur cette troisième partie de présentation avec la petite diapo classique pour vous rappeler que via cette adresse sur la plateforme, vous aurez tous ces documents. On risque de répéter ce que vient de dire Georges. Notez que les diapos ne sont que des extraits. S'il y a des soucis, revenez évidemment sur les textes officiels. Donc on attaque sur le match Racing. Les modifications sont mineures. C'est ce qui est plutôt bien, évidemment. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est on s'est mis d'accord sur les questions, par rapport aux questions éventuelles qui seront posées de votre part sur l'annexe C et D. On fera donc en deux parties. On va présenter l'annexe C avec vos questions à suivre, auxquelles on tentera de répondre. On reprendra ensuite la présentation de l'annexe D avec vos questions éventuelles. Je ferai ensuite la passation à Romain Gauthier pour la présentation du kite et du foil. Voilà. Sur cette diapo, on rappelle que le principe est que tout ce qui est écrit en noir présente le texte de la règle en question. En rouge, ce qui a été noté en nouveauté, rajout, complément. Et enfin, en bleu, les commentaires de ma pomme en tant que rédacteur. Le sommaire est relativement court. Quelques petits mots en préambule. Deux définitions essentielles qui ont été légèrement modifiées. Quelques ajouts, modifications sur les règles. Et enfin, quelques points divers que nous verrons à la fin. En préambule, il a été rajouté en noir et italique le fait que les matchs doivent être arbitrés sur l'eau, sauf si l'avis de course ou les instructions de course se prescrivent différemment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a en dernier lieu, dernier moment, par les instructions de course, la possibilité d'informer le fait que ça sera arbitré ou non sur l'eau. Cela dit, je ne connais pas de match race arbitré autrement qu'en arbitrage direct depuis les années 90, voire même avant. Donc, c'était juste un petit détail qui ne change pas, encore une fois, la face du monde. On avance sur notre sommaire. On a deux définitions. La première, finir.
en dernière phrase a été rajouté pour être en accord avec la nouvelle définition finir classique, ce qu'il manquait, le fait qu'un bateau n'a pas fini s'il continue d'effectuer le parcours parce qu'il pense qu'il a peut-être fait une erreur dans le sens de passer ses bouées. Ça peut arriver lorsqu'il y a des changements de parcours pendant les matchs. Et en première phrase, on parle de finir dans le sens depuis le côté parcours après avoir évidemment terminé les éventuelles pénalités. En fait, c'est une écriture plus simple et correspondant à ce que l'on peut voir en match race avec des cas vécus qui vous sont présentés ici. On a sur une ligne d'arrivée portant évidemment un bleu sous le vent du jaune qui a une pénalité à gérer. Il se trouve qu'il a réussi à emmener son adversaire de ce côté-là de la ligne d'arrivée. Et premièrement, il effectue bien une pénalité en faisant son virement et un retour à 90 degrés du vent sur un bord portant de la position 4 à 5. Et enfin, il respecte bien la règle 28, le coup du fil tendu avec le sillage. Et on vous laisse vérifier que cette arrivée est bien validée par le cas World Sailing numéro 106. Voilà, c'est juste pour préciser ce qui peut être écrit dans la définition finir. Passons à la deuxième définition qui mérite un petit détour, un complément d'information. Place à la marque, qui fait référence en match race au fait qu'il y a une notion de route normale pour contourner ou passer la marque, a été rajoutée en rouge et la place pour passer une marque d'arrivée après d'avoir fini. Ce qui signifie que sur une marque d'arrivée, on parle de place, mais ne rentre pas cette notion de route normale. Premièrement, petit rappel sur le fait que la règle 18.4 ne s'applique pas sur une ligne d'arrivée car ce n'est pas une porte. Mais surtout plus intéressant parce que ça a été des problèmes en Q&A qui ont été résolus par les Q&A sur le fait qu'auparavant, on pouvait considérer que le bateau vert ou jaune devait donc évidemment laisser la marque d'arrivée, que ce soit le comité ou la bouée, en prenant le route normal qui serait d'abattre entre la position 2 et 3, voire 4. Mais comme a été rajoutée cette phrase place pour passer une marque d'arrivée après avoir fini, la route normale n'a pas lieu d'être et ils peuvent continuer à suivre leur route, telle que le jaune, par exemple, prioritaire sous le vent en position maintenant 3 par rapport au bleu, comme le bateau vert, ne sont pas contraints d'abattre. Ça met un petit peu plus clair quelques situations conflictuelles sur les lignes d'arrivée. Nous rentrons maintenant, après ces deux définitions, sur les règles proprement dites, à modifier, adapter dans l'annexe C, avec la place à la marque. On a déjà dit lundi dernier, et encore un petit peu hier, le fait que la règle 18, elle est très claire sur le fait quand est-ce qu'elle s'allume. Lorsque un bateau rentre dans la zone, on vous rappelle que la zone des deux longueurs en match race, mais avec le flou, l'incertitude, quand est-ce qu'elle s'éteint. Et en match race, non seulement cette règle est plus simple qu'en course en flotte, parce que déjà il n'y a que deux bateaux, mais en plus ça a été précisé, cette phrase en rouge, la 18 ne s'applique plus entre les bateaux quand le bateau ayant droit à la place est sur le bord suivant, donc la nouvelle section de parcours, et que la marque est derrière lui. Donc les deux conditions suivantes, on parle de changement de section de bord et le fait de ne plus être engagé, entre guillemets, sur la bouée, ce qui nous facilite des visions de ce type-là.
notamment en marque au vent. Si on prend le schéma de gauche, il est clair qu'en position 3, le bateau, déjà en position 2,5, il est sur la nouvelle section de parcours, mais son abatté en position 3 fait qu'il n'est plus engagé. Les empailleurs ont pris l'habitude, évidemment, de se dire 18 on à l'entrée, position 1, et d'être aussi le plus clair possible sur la fin d'application de la règle 18, en disant R18 off. Si on prend le cas du milieu, parce que le bateau vert a évidemment changé de section de parcours, mais aussi parce qu'il a une trajectoire continue d'abatté et d'empannage, il faut attendre la position 3 pour qu'il ne soit plus engagé sur la bouée, et à ce moment-là, on dira 18 off. Je dis ça parce que dans le schéma de droite, on va hanter la position 3 parce que le bateau n'abat plus, ne contourne plus la marque, parce qu'il cesse d'abattre pour X raisons, tactique ou autre, on ne sait pas. Et la trajectoire d'abatté est stoppée et il n'est plus engagé sur la bouée et évidemment est sur la nouvelle section de parcours 18 off. Si par la suite, entre 3,5, il abat et en panne, la 18 ayant été éteinte, c'est un autre jeu. Si l'on passe sur les marques sous le vent, prenons le schéma de gauche, le cas le plus simple évidemment. On est évidemment depuis sur la nouvelle section de parcours, mais il faut attendre que le tableau arrière, quelque part, ne soit plus sur la bouée pour dire 18 off. Si on prend le schéma de droite complet, pour X raisons, il est un petit peu plus loin de la bouée, mais le principe est le même, pas de souci. Position 3, off. En revanche, sur le schéma du milieu, la spécificité du match race par la modification de la règle 18, le bateau vert, toujours sur le schéma du milieu, l'off commence à virer et tout ça proche de la bouée. C'est parce que c'est un loft et un virement en continu autour de la bouée. Il va falloir attendre la position 3, voire 3,5, que le bateau soit sur sa nouvelle section de parcours. Pardon, j'ai dit une bêtise, il est déjà en position 2 sur la nouvelle section de parcours, mais il est toujours engagé sur la bouée par son loft et par son virement. Il faudra attendre la position 3 pour être en 18 off. C'est une spécificité match race, encore une fois, par la modification de la règle 18. Voilà ce qui est spécifique à la 18. Un petit complément sur la 18.3, qui est l'équivalent de la 18.4 pour le commun des mortels en chapitre 2. Globalement, c'est pour être en accord avec, ou en cohérence, comme je mets dans mon commentaire en bleu, avec la règle d'exonération de la règle 40, la règle générique 43, exonération. Voilà. Le schéma correspondant à ce type de situation, qui est repris par plusieurs calls. Par la 18.3, le bateau jaune tribord ne devrait pas dépasser son point de route normal, donc son point de virement. Malgré tout, c'est ce qu'il fait en position 2 parce qu'il prolonge sa route au-delà de son point de virement. Mais sur cette prolongation de route et ce virement, pendant ce temps-là, ça n'affecte pas la route du bleu bâbord qui doit toujours se maintenir à l'écart dans tous les cas de figure, jusque même en position 4. Heureusement que le bateau bleu, sur notre schéma, roll-off et ne vient pas s'engager à l'intérieur entre le jaune et la marque. Donc, si vous voulez plus de précision sur ces spécificités de la règle 18.3, vous avez pas mal d'explications sur les calls. Voilà. Ensuite, nous allons passer sur quelques points divers. En C210, la règle 20.4 qui est pour mémoire la place pour virer de bord, hein, elle est modifiée uniquement en numérotation, donc il n'y a pas mort d'homme.
C'est la même chose en renumérotation pour la règle 21.3, qui est la notion de reculer ou de déraper au vent. En C2.12, la renumérotation, parce que c'est la règle de ne pas gêner un autre bateau, si cela est raisonnablement possible. Voilà. C'est histoire de vous faire réviser les numéros. Hein. Enfin, on va sur les deux derniers articles, C2.15 et C3.1, on va gagner de la place dans les instructions de course parce que maintenant, ça rentre dans l'annexe C proprement dit. Le fait qu'un bateau ne doit recevoir d'aide d'aucune source extérieure, sauf de l'aide de l'eau pour sortir de l'eau et remonter un équipier à bord, que ça soit par les empailleurs ou par le bateau proprement dit, le coureur proprement dit, du moment que ça se fait à proximité de l'incident, tout va bien. Et enfin, grand moment, décision qui a mis du temps à rentrer dans le texte, et le fait que le procédure de départ est enfin validée officiellement à 7 minutes et non plus à 10 dans le bouquin officiel. Donc, c'était nécessaire de rajouter à chaque fois dans les IC, attention, ce sera procédure du F à 7 minutes, ce qui est maintenant officiel par le texte. Dans les diverses suites, pour être toujours en accord, en cohérence avec les règles et les définitions précédentes, la règle de course 29 qui est donc le rappel, le C4.1 qui est les différentes exigences avant le départ. On parle bien de coque et non plus d'équipement ou d'équipage. Donc, risque de me répéter par rapport à ceux qui étaient présents hier. Dans les claires explications de Christophe Gaumont, le bout dehors fixe ou amovible ne fait pas partie de la coque. Et nous vous invitons à relire, c'est en anglais aujourd'hui encore, si je ne dis pas de bêtises, le Q&A qui précise ce qu'est une coque avec les histoires de wing ou de bout dehors. En C6.3, un bateau qui demande réparation en raison de circonstances survenues pendant qu'il était en course ou dans la zone d'arrivée. Donc, était complété ou dans la zone d'arrivée. C'est de la réécriture qui me semble, moi, en argumentation, donner un peu plus de latitude ou de temps pour pouvoir réclamer, toujours malgré tout dans la limite des 2 minutes après être arrivé avec le pavillon rouge. En C6.5, ils nous ont mis en 2 paragraphes ce qui était déjà appliqué auparavant sur la gestion des pénalités, des affichages des pénalités par les employeurs. Donc, vous pouvez oublier ça. Vous continuez de faire ce que vous faisiez auparavant en tant qu'arbitre ou au coureur. Dans diverses suites, et ça sera a priori la dernière diapositive, on parle toujours de coque, hein, et non plus d'étrave ou des choses comme ça. En C7.2, suppression pour remplacer par coque. Par contre, a été rajouté en petit f toute la phrase en rouge. Si un bateau a fini, n'est plus en course et que l'autre bateau a une pénalité en suspens, donc son petit camarade qui est évidemment derrière, les employeurs peuvent, ce n'est pas une obligation, annuler la pénalité en suspens. C'est une procédure qui était devenue classique depuis quelques temps, qui n'était pas officielle mais qui était accordée par tout le monde. Dès lors que le premier bateau est affiché vainqueur par le comité de course avec l'envoi de son pavillon de couleur, le bateau derrière n'est plus obligé d'effectuer sa pénalité. Il peut toujours la faire si ça l'intéresse de s'entraîner. Et les employeurs peuvent supprimer cette pénalité avec un signal sonore bref, classique, et retirer son pavillon. C'est pour gagner sans doute un petit peu de temps. Enfin, en C10.7, c'est pareil, on va gagner un petit peu de place dans les instructions de course.
quand un seul bateau dans un match n'effectue pas le parcours parce qu'il n'a pas passé les marques du bon côté, par exemple, il sera classé avec 0 point et sans instruction, puisque maintenant c'est intégré dans les IC. Je crois d'avoir fini la présentation de l'annexe C, tout du moins dans ses modifications. Si on essaye de voir les questions, eh bien, ma foi, qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? A priori, je n'ai pas beaucoup de questions, à moins que mes amis m'aident un petit peu là-dessus. Je vois que Corinne a beaucoup répondu. Alors, c'est vrai, Thierry. Il n'y a pas de. Ouais. Voilà. Ah là, il y a peut-être quelqu'un. Eh ben, c'est très bien. C'est très bien. Quels points sont attribués quand aucun des bateaux n'effectue de pénalité? Eh bien, personne n'aura de points. Non, Thierry, c'est pas de pénalité, c'est n'effectue le parcours. Parcours, oh, pardon. Quand aucun bateau n'effectue le parcours. Merci Antoine pour cette question. Donc, quels points sont attribués quand aucun des bateaux n'effectue le parcours? Parce que, par exemple, les deux bateaux sont passés du mauvais côté de la marque au vent, notamment, c'est souvent le cas parce qu'il y a eu des changements de parcours. Eh bien, je ne sais plus où c'est écrit, mais c'est écrit quelque part sur le fait qu'on ne va rien dire et on va valider la course des deux bateaux. Il y aura bien un premier et un deuxième, les deux bateaux ayant effectué le même parcours. Voilà. Malheureusement, je ne retrouve plus le texte par rapport à ça. Voilà. Je vous propose à moins que d'ici là, d'autres questions apparaissent, je vous propose de passer sur l'annexe D, sur les modifications mises en place sur le TeamRace, course par équipe. J'en profite pour remercier, pardon, excusez-moi, petit problème de souris. On va sortir de là. Voilà. Excusez-moi pour la mise en place. Oui, j'en profite pour remercier Arnaud Mante, collègue, arbitre et néanmoins ami, qui m'a un petit peu aidé sur la vérification de cette présentation de l'annexe D, puisque c'est un grand spécialiste en France de ce jeu. Et même j'en profite, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, pour annoncer, pour ceux qui ne savent pas déjà, que Arnaud a mis en place une application disponible sur téléphone, tablette, ce que vous voulez, disponible à tous les clubs, n'importe quel organisateur TeamRace, pour la mise en place, pour quel que soit le nombre d'équipes et de bateaux, mise en place de ce petit jeu du TeamRace fort intéressant, qui, par cette application, facilite grandement la mise en place générale du jeu sur l'eau et du classement. Voilà, je tenais à faire ce rajout. Toujours le même principe, alors peut-être un petit peu moins de diapositives, quand même malgré tout, relative à la modification de la règle 16.2 du chapitre 2. Cette modification de la 16.2 qui a été présentée lundi et qui vous sera représentée encore une fois lundi prochain pour les absents, malheureux absents. Cette modification de la 16.2, mais qui n'est pas du tout changée dans l'annexe D, reste tout à fait identique, elle implique malgré tout des possibles grands changements tactiques possibles de la part des coureurs. En effet, le tribord n'étant plus limité sur les bords de portant, mais uniquement sur la section de bord de près, lui donne la possibilité d'être beaucoup plus agressif envers le bateau bâbord quand ce bâbord passe derrière. Vous allez voir un petit schéma derrière. Ça peut fortement impacter le jeu. Donc, si on voit la diapo suivante, le tribord peut chasser. Voyons déjà sur
sur le schéma de gauche, le bord de près. Évidemment, il est toujours possible de chasser, mais attention, dès lors que le bâbord bleu passe sous le vent, tel que c'est écrit dans la 16.2, le bâbord bleu passe sous le vent du tribord. Si le tribord chasse encore un petit peu plus fort et que cela contraint immédiatement au bâbord de modifier sa route de continuer de se maintenir à l'écart, le jaune ici sur le bord de près risque d'être en infraction parce que le bleu est encore obligé d'abattre. Sur le schéma de droite, on sort de la section d'un bord de près, donc ça peut être en course par équipe sur les bords de largue, en travers ou sur les bords de portant. Voilà ce qui pourrait arriver, ce qu'on traduit en termes de dialogue. Le vert, tribord, je peux chasser jusqu'à contraindre le bâbord à continuer de lofer, voire de virer, pour respecter la règle de base. Je suis bâbord, je me maintiens à l'écart, dans la mesure où moi, tribord, je te donne toujours des solutions de te maintenir à l'écart selon la règle 16. Voilà, c'était un petit. Voilà ce qui pourrait se passer. Ce n'est pas une modification de l'annexe D, mais c'est suite à l'adaptation, modification, nouvelle écriture de la 16.2 du chapitre 2. Si on avance en D1, définition à règle du chapitre 2 et 4, là, en fait, c'est aussi pour simplifier peut-être la lecture dans les instructions de course. Nous dit, lorsque spécifié dans les instructions de course, la règle 20 est modifiée, de sorte que, voilà, etc. En résumé, si aucune spécification relative à la règle 20 n'est affichée dans les IC, la règle 20 classique s'applique. Auparavant, il fallait que les IC suppriment cette exigence pour que la règle 20 classique s'applique, ce qui n'était pas très logique. Bref, globalement, on ne modifie pas trop la règle 20 en TIMRES, et on fait les appels à la voile, les signaux de bras, etc. Et de fait, comme rien n'est écrit dans les IC, on joue en règle 20 classique. En la 23, donc, c'est le fait de gêner un autre bateau. Donc, c'est que de la renumérotation, tout ça, rien de nouveau à l'ouest, on dirait d'autres arbitres. En page suivante, en D1.2, réclamation, c'est de la réécriture. On a changé visiblement par ostensiblement. Quelques professeurs de français ici peut-être présents pourront nous faire une explication de texte, mais ostensiblement, on va peut-être insister un petit peu plus que visiblement. On va le comprendre comme ça. Et puis en point C, le bateau demandant réparation, auparavant était écrit ayant l'intention de demander, c'est changé par demandant, voilà, c'est l'action. Et pareil, de la sémantique, auparavant c'était arboré, aujourd'hui on va montrer, ce qui est un terme un peu plus de terrien. Voilà. Sur les pénalités en 1.3 petit b, quand un bateau indique clairement qu'il va effectuer une pénalité, donc il doit effectuer évidemment cette pénalité. Donc ça, c'est du visuel, c'est entre les arbitres et les coureurs. Il y a ajout de cette obligation du coureur évidemment à effectuer sa pénalité dès lors qu'il l'indique clairement. Sur le fond, rien n'a changé, c'est juste de l'adaptation dans la logique de l'annexe D. Par contre, en petit c, on peut lire un bateau peut effectuer une pénalité en abandonnement et en informant le comité de course ou un empailleur. Suppression de aussitôt que possible, mais on va le retrouver ailleurs. Les 6 points devant être ajoutés à son score également.
Mais ce qui est important de comprendre, c'est ce que j'ai mis en gras. Selon la D31A, c'est tout ce qui est l'article référençant la façon de classer les bateaux. Dès lors qu'un bateau effectue sa abandonne avant qu'il ait fini, c'est important de comprendre ça, un bateau classé abandon avant qu'il ait fini va simplement recevoir le nombre de points égal au nombre de bateaux admis à courir. Donc, on va voir plus loin que ça peut lui faire gagner un point d'avoir abandonné avant d'avoir fini. Puisque plus loin, on verra qu'abandonner après avoir fini, on rentre dans l'annexe A classique. On a le nombre de points égal au nombre de bateaux admis à courir, plus 1. Ce qui n'est pas le cas dans mon petit c, puisqu'il a abandonné avant d'avoir fini. Cela dit, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de bateaux qui abandonnent avant d'avoir fini. Toujours dans les courses jugées sur l'eau, en D2.1, quand est-ce que la D2 s'applique? On nous parle d'ajout dans la vie de course, donc on doit prévenir déjà dans la vie de course que les courses sont jugées sur l'eau. Ça nous arrange bien puisque en team race, je ne vois pas de course team race sans jugement sur l'eau. Ce sera de fait affiché dans la vie de course, rien de très très important, intéressant. En D2.2, réclamation, c'est également que de la réécriture et c'est séparé en petit b, petit c, voilà. C'est pas très très grave, rien de changement. Ensuite, par contre, là, si plus d'un bateau enfreint une règle, un employeur, doit décider s'il pénalise tout bateau qui n'a pas effectué une pénalité. Alors attention, je vais tout de suite sur mon nota qui est un petit peu plus bas, en bleu. On est bien dans la situation où il y a eu réclamation d'au moins un bateau, évidemment. Les pénalités à l'initiative des employeurs, sans réclamation des bateaux. On vous laisse le soin d'aller voir dans l'annexe D la liste des pénalités ou des règles qui pourraient être enfreintes, qui donnent lieu à des pénalités à l'initiative des employeurs. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. On est ici, il y a eu réclamation d'au moins un bateau. De fait, il y a obligation de décision des employeurs pour une pénalité ou pas. Voilà. En petite, un employeur doit signaler une décision conformément. C'est simplement de la réécriture dans la logique au jour de ce jour de l'annexe D. Pas de changement sur le fond. En D2.5, pénalité imposée par un employeur. Désormais, c'est pareil, c'est que de la réécriture. Je vous fais grâce de la lecture de ces points-là. C'est sans doute pour être plus dans la logique, encore une fois, de l'écriture générale de l'annexe D. Petit changement quand même dans la D2.6, une infraction, la D2.5, qui est pénalité imposée par un employeur, ne doit pas donner lieu à une réclamation par un bateau. En fait, il faut aller dans la compréhension, le fait qu'il y avait auparavant la possibilité par les employeurs d'utiliser un pavillon jaune. Il y avait également la possibilité par les coureurs, les bateaux, d'utiliser un pavillon jaune. Ces procédures, à ma connaissance, Arnaud m'a confirmé la même chose, que ce n'était globalement jamais utilisé, ni par les employeurs, ni par les coureurs. Donc, de fait, suppression de cette procédure possible par les deux pavillons. Donc, on passe sur ce point-là. Encore une ou deux diapositives. Toujours en D.3, donc c'est tout ce qui est référence au classement.
On revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait qu'il y a un bateau qui finit une course et qui n'abandonne pas par la suite, donc il valide sa course. Il va simplement recevoir évidemment le nombre de points égal à sa place d'arrivée, parce qu'a été rajouté le fait qu'il n'abandonne pas par la suite, parce qu'en point C, on peut avoir des problèmes de ce type-là, sur les lignes d'arrivée notamment. Un bateau qui n'effectue pas une pénalité imposée par un empailleur sur ou près de la ligne d'arrivée, et ça arrive très très souvent, donc il n'effectue pas cette pénalité, il a fini. Parce qu'il a fini, il va donc recevoir les points de l'abandon. On revient sur la gestion affichée dans l'annexe A, classement classique, nombre d'inscrits plus 1, avec évidemment le réajustement des autres classés. Auparavant, c'était le point de la dernière place et réajustement des autres classés. Donc, au risque d'insister, il peut y avoir une différence d'un point entre quelqu'un qui abandonne avant d'avoir fini ou qui abandonne après d'avoir fini. En petit d, au risque encore une fois de nous répéter, évidemment, quand un bateau est classé comme abandon, après d'avoir fini, les autres vont remonter d'une place. Pas de changement, que de la réécriture. Ensuite, c'est la dernière diapo, vous pouvez bientôt respirer. A été rajouté un nouvel article. Le classement d'une phase antérieure de round robin doit être utilisé seulement si cela est spécifié dans les instructions de course. Donc ça, c'est peut-être l'organisateur qui doit être attentif. Ça peut être intéressant de préciser cela dans les IC afin de valider un résultat, parce que au niveau météo ou je ne sais quoi, on peut valider un résultat par anticipation. Et enfin, c'est des modifications mineures dont je vous fais grâce sur la gestion des égalités et des classements d'une phase éliminatoire. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions de votre attention et nous espérons avoir répondu et présenté le maximum de points. Et encore une fois, vous aurez tout loisir de revisionner et de relire tous ces documents qui vous ont été présentés. Alors, si on revient un petit peu sur les questions, si Tom, tu vois des questions relatives à l'annexe D, on en est où? Alors, il ne faut pas trop m'embêter sur l'annexe D, parce que je ne suis pas forcément très calé sur le texte proprement dit. Je vois Jacques Daven, pourquoi dans les IC et pas dans l'avis de course en D4.C. Il faudrait déjà savoir ce qu'est le D4.C. D4.C, eh ben, il faudrait déjà que ce soit un peu mieux numéroté, parce que des D4, il y en a 1, 2, et il y en a plus que ça. Alors le nom de l'application d'Arnaud Mante, eh bien, ça aussi, ça va être... c'est idiot, j'aurais dû le noter, désolé. J'ai plus ça en tête. Mais si vous allez sur le Facebook d'Arnaud Mante, vous trouverez le nom de son application. Voilà. Si je ne vois pas trop de questions là, je ne vois pas tout en fait, je suis un peu embêté, je n'arrive pas à déplier totalement les questions. Il y a une question juste avant à 18h31. À qui et comment indique-t-il clairement qu'il va faire sa pénalité? Mais c'est voilà. La seule question. D'accord. Ok, Isabelle. Comme c'est de l'arbitrage direct, c'est facile d'alerter par un simple tour de tête et de gesticulation de bras, d'alerter les empailleurs qu'on va faire sa pénalité. C'est du sens commun.
qui permet à chacun d'être sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà. Il n'y a pas d'autres signaux qu'un signal de tête ou surtout un signal de bras. OK, je vais faire mon tour. Voilà. Eh bien, Mathieu Réjac nous a répondu sur la question du nom de l'application. C'est cellcup.com, cellcupattaché.com. Merci pour ce. Oui. Arnaud a également donné l'information, donc je viens de faire répondre à tous avec le lien directement dans la réponse, qui est visible par tout le monde. Parfait. C'est une équipe, voilà, une équipe qui gagne. Merci. Est-ce que Romain est prêt à prendre le relais? Oui, pas de problème. Il faut que tu me passes en présentateur. Je vais changer le présentateur. Alors, à bientôt sur l'eau. Il est où mon Romain? Je l'ai fait là, c'est bon. Je l'ai fait. Bon. Ça doit être bon, oui. Alors, on va attendre voir si vous l'avez. Alors, c'est en train de partager. Donc, est-ce que vous voyez mon diaporama? C'est une bonne question, comme ça en plein milieu. Pas encore. Pas encore? Non. On voit que c'est toi le présentateur, mais. Ah ouais, bah je l'ai mis, mais bon. Mais on a l'habitude. Oui. Alors, pourtant ça marchait bien au début. Parce que attente de l'écran suivant. Parce que moi, c'est ça la vue du public que j'ai. Alors, pourquoi je ne vois pas? Alors. On va réessayer. Est-ce que vous voyez toujours rien? Toujours rien. Bon. Furtif, on a eu quelque chose furtivement. On a eu quelque chose furtivement. Bon. Voilà, et là c'est écran noir, donc je suis optimiste. J'ai confiance. Oui. De la confiance ou tu vois quelque chose? Non, j'ai confiance, mais je pense que quelque chose est en train de changer et de charger donc. Ah bah non, c'est vachement long. Hein. Mais effectivement, Pourtant, nous ne voyons pas encore. Je fais strictement rien en plus. Affichage de l'application. Oui, bon. Je ne peux pas t'aider. Bah oui, non, je sais que tu peux pas m'aider, Thierry. On l'avait pas fait encore, ça, le changement en cours de. Non, mais tu es bien le présentateur, c'est bien toi. Oui, non, mais moi, j'ai bien mis l'application à l'écran, mon écran principal marqué. Sauf que je vois toujours rien arriver. Ça reste noir. Je vois rien affiché à l'écran. Ouais. Pourtant, tu es désigné comme présentateur. Oui, non, mais je voilà, comprends pas ça y est, c'est bon. Ah bah, c'est bon quoi? Parce que moi, je vois pas, moi. C'est bon, c'est les RCV 2021-24. C'est peut-être la présentation de lundi, c'est ça? Non, c'est celle que j'ai mis. Alors, on va regarder la diapo suivante. Parce que moi, je vois toujours rien sur la vue du public. Je te dirai ce qu'il y a. Là, j'ai dû passer à. Alors, le principe de cette petite présentation, hein, qui est courte, c'est de parler des autres pratiques rapidement, c'est-à-dire le windsurf, le kite. Alors, le foil n'est pas une annexe spécifique dans les RCV, on va voir qu'il n'y a pas grand-chose sur le foil, mais juste en parler un petit peu rapidement, et je parlerai aussi un petit peu de VRC, de voile radiocommandée, c'est juste pour faire le point sur les différentes pratiques, sur les changements. Donc oui, les nouvelles règles. Le problème, c'est que moi, je suis passé à la diapo suivante. J'espère que. Nous non, c'est resté à la page. C'est incroyable ça. J'ai une connexion. Je suis en télétravail, donc ça fonctionne. Bon, j'aimerais bien que ça passe aux suivantes quand même. Oui. Donc là, vous voyez annexe. Toujours les règles de course à la voile. Oui, bah oui, c'est ma première diapo et je suis passé à la suivante. La page de garde, c'est ça. Ok, super.
Bon, on va commencer quand même parce qu'elle va arriver, je pense, la suivante. Comme ça, on va. Donc c'est juste la suivante, vous allez voir, ça va être rapide. C'est juste vous parler de l'annexe B des windsurf. Alors en gros, il n'y a pas de modification. Elle est une simplification de l'annexe B. Vous allez voir, l'annexe B, elle va être beaucoup moins épaisse que vous aviez il y a 4 ans, parce qu'en fait, toutes les règles. Et on a la diapo, annexe B. Ah bah les dons. Bon, toutes les règles, si c'est comme ça toutes les diapos, heureusement j'en ai pas beaucoup, toutes les règles pour les disciplines particulières qui sont le slalom, l'expression, le vague, le freestyle et tout ce qui est vitesse ne sont plus incluses dans l'annexe B. Avant, il y avait tout dans l'annexe B, mais ne sont plus incluses dans l'annexe B. Maintenant, il faut aller directement sur le site de World Sailing et sur le site de l'arbitrage de la FF Voile pour récupérer ces annexes spécifiques qui seront pour les compétitions de vitesse ou les compétitions d'expression. Donc ça va simplifier énormément l'annexe B, qui vraiment va se consacrer à l'annexe B windsurf, on va dire classique, c'est-à-dire course en flotte avec voilà sans expression ou sans vitesse. Alors j'espère que vous allez voir la diapo suivante. C'est juste donc là il n'y a aucune modification vraiment fondamentale sur cette annexe B windsurf. Les seules choses qui ont été ajoutées justement suite au fait qu'on ait retiré tout ce qui était expression ou vague, et je vois que oui, ça met un temps fou à passer à la suivante. Ça y est, c'est passé. Oui, voilà. Bon, c'est bien, ça va. Bon, j'ai le temps de chanter une chanson à chaque fois. Bon. Donc, il y a très peu de modifications, sauf en fait, il est quand même resté dans l'annexe B windsurf le fait que dans certaines épreuves particulières, il y a des courses, surtout dans les séries éliminatoires, qui ont besoin d'avoir le résultat définitif, on va dire, pour concourir au stade supérieur. Et donc, pour ces courses dans des séries éliminatoires qui qualifient une planche pour concourir à un stade ultérieur, on a modifié, et ça c'était déjà avant, c'est juste qu'on l'a réécrit pour tenir compte de ça, qu'il n'y a pas besoin de faire une réclamation par écrit, qu'on peut établir et déposer les faits, tout ça oralement, le faire sur le semi-rigide, comme on avait l'habitude de faire avant. Et il n'y a pas besoin d'afficher le résultat, la décision, bref. Il y a toute cette notion qu'on faisait déjà en windsurf quand on faisait des phases éliminatoires est réécrite simplement pour être mise, comme on a enlevé ces aspects expression et vague, on l'a réécrite dans l'annexe B. Alors juste un petit point que je voulais présenter, c'est ma dernière phrase de fin sur le windsurf. Hier, pour ceux qui étaient hier, ils ont vu la présentation de Jean-Luc Gauthier sur la 50.1 petit c avec cette notion de harnais de trapèze. Et j'avais vu passer des questions. Est-ce que ça s'applique au windsurf? Et bien, en fait, cette nouvelle règle 50.1c avec cette notion de harnais de trapèze avec une norme ISO particulière est supprimée pour le windsurf. Donc, il n'y a pas cette notion. Alors, ils ont aussi des harnais, mais il n'y a pas cette notion d'obligation d'utiliser cette norme ISO parce que de toute façon, c'est un harnais de trapèze. C'est pas le harnais utilisé par le windsurf. Donc, vous voyez, pour le windsurf, je suis allé très vite, c'est pour ça que c'était même pas mis forcément qu'on allait parler de windsurf. J'ai juste fait un point pour voir sur qu'est-ce qu'il y avait comme grande modification, et je n'ai vu que ce genre de modification. Alors, on va passer au kiteboard, donc l'annexe F. Donc, j'espère que vous allez voir la diapo suivante. Alors, je vais déjà passer à celle d'après, comme ça vous allez voir une petite image. Donc, sur cette annexe F kiteboard, il y a quelques modifications. Ce n'est pas, c'est pas fondamental non plus. Il y a quelques modifications qui sont. Alors, j'espère que ça va arriver, puisque moi, je suis déjà à 2 diapos et vous êtes toujours à la diapo d'avant. C'est marrant parce que lundi, malgré le problème qu'on a eu technique, ça le faisait. Moi, j'avais pas ce problème-là chez moi. Peut-être bon. J'espère qu'on va arriver. Voilà. Et vous voyez, hop, la petite image kiteboard. Normalement, ça va passer à la suite parce que j'essaie d'anticiper un petit peu ce changement. Alors, dans la définition de finir pour le kiteboard, il y avait une notion qui avait été écrite de position normale. Voilà, vous l'avez. Donc, une partie quelconque de son flotteur ou le concurrent en position normale. Donc, c'est supprimé. Cette position normale n'existe plus. Elle n'est plus mise dans la définition de finir. Donc, alors, juste, j'ai vu des questions passer, pas forcément sur le chat, mais il y a eu déjà des questions sur le fait de passer une ligne d'arrivée en kite. Est-ce qu'il faut que ce flotteur touche l'eau? Il n'y a rien qui est écrit dans la règle. Vous voyez, c'est le concurrent est en contact avec le flotteur, mais il n'est pas écrit qu'il doit être dans l'eau.
Et une ligne d'arrivée, moi je verrais plutôt ça comme non pas un trait, mais comme un plan, c'est-à-dire une zone à couper. Hein. Et donc pour moi, alors on attendra peut-être pas une interprétation ou une explication officielle, si la question est posée, que la définition de finir n'impose pas que le flotteur soit dans l'eau, donc il peut être en train de sauter au moment où il finit. Ça c'est. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le problème d'homologation du déclencheur en kite, hein, du largueur. Je vais en parler, Paul Bastard, parce que je vois qu'il a posé la question. Donc, je vais en parler un petit peu après sur cette notion de largueur d'aile. Donc, après cette définition de finir, il y a une autre définition qui est un petit peu modifiée, c'est la règle d'engagement. Route libre devant, route libre derrière et engagement. J'espère que ça va arriver sur mon écran. Elle a été modifiée pour en simplifier, parce que je pense que ceux qui pratiquent ou ceux qui ont déjà vu du kiteboard ont vu que c'était quand même petit et que c'était quand même très rapide et que quand même c'était très difficile à établir si les deux flotteurs, parce que souvenez-vous qu'au niveau de l'engagement c'est le flotteur, est-ce qu'il est engagé ou pas. Donc vous voyez, j'ai mis en rouge ce qui a été rajouté, c'est s'il existe un doute raisonnable sur le fait que deux kiteboards sont engagés, il doit être présumé qu'ils ne le sont pas. Alors souvenez-vous, les jurys, ils se souvenaient qu'il y avait un truc comme ça qui était écrit dans l'annexe, dans la règle 18, mais là c'est dans la définition d'engagement. Donc là vraiment, ça va simplifier, parce que l'engagement est très difficile à établir quand même, vu la vitesse et vu la taille des flotteurs. Et donc maintenant, cette règle a été rajoutée. Quand on a un doute, ben, ils ne sont pas engagés. Autre chose qu'il y avait eu en discussion sur des définitions spécifiques au kite, pareil, j'essaie de meubler pour voir la diapo suivante arriver, c'est la notion de chavirer ou de se redresser. Alors en fait, vous allez voir que ces deux définitions existent toujours, mais elles ont été réécrites un petit peu. Il y a des choses qui ont été enlevées de la définition de chavirer et il y a des choses qui ont été ajoutées dans la définition de se redresser. En fait, si vous voyez bien, alors je ne suis pas un très grand spécialiste en kite, hein, j'espère ne pas me tromper. J'ai l'impression qu'il y a une partie qui était dans la définition de chavirer qui est devenue plus maintenant dans la notion de se redresser. Alors pareil, hein, vous regarderez les règles de kiteboard, mais cette notion de se redresser, il y a une règle qui s'applique aux bateaux qui se redressent, aux kiteboards qui se redressent, ils doivent essayer de se maintenir à l'écart. Et le bateau chaviré, par contre, les autres bateaux doivent essayer de se maintenir à l'écart. Donc, vous voyez, cette notion de concurrent tombé dans l'eau ou s'est séparé du flotteur a disparu de la définition de chavirer. Et par contre, dans se redresser a été ajouté un kiteboard se redresse à partir du moment où il n'est plus manœuvrant jusqu'à qu'il redevienne, sauf s'il est chaviré. Donc, cette notion de chavirer ou redresser. Alors, pourquoi? Parce qu'un kiteboard peut souvent perdre sa manœuvrabilité sans forcément chavirer. Donc, sans forcément que son aile soit dans l'eau ou que ces lignes soient emmêlées. Donc voilà, il y a une petite précision derrière. Après, au niveau de la propulsion de la règle 42, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de changement, mais il y a une réécriture de la règle 42. Alors en plus, cette règle 42 est modifiée pour les kiteboards. Il y a une réécriture, vous la verrez, avec 42.1 règle de base et 42.2 exception, alors qu'avant, la règle 42 pour la kiteboard, c'était juste un paragraphe entier. Et donc, j'espère que ça va arriver. Voilà, ça y est, c'est enfin. Donc, c'est juste une réécriture. Hein. C'est la même chose. Hein. Vous voyez, un kiteboard peut être propulsé par les actions sans insistance du concurrent sur le kiteboard. Alors, vous voyez que sans insistance, il a changé d'endroit, il a été réécrit. Un concurrent peut nager, marcher, pagayer pendant qu'il est chaviré ou qu'il se redresse, pourvu que le kiteboard ne gagne pas d'avantage significatif. Bon, et n'importe quel moyen de propulsion peut être utilisé pour aider la personne ou un navire en danger. Bon, voilà, ça c'était quelque chose, une réécriture un petit peu sur cette notion de chavirer. Alors, je reviens. Je sais que Paul Bastard attend la question parce qu'il l'a déjà posée hier, et je l'avais vu passer hier, sur la notion de la règle 50, qui est une nouvelle règle qui a été réécrite pour tout le monde, qui est le vêtement et équipement du concurrent, et surtout de la 50.1 petit c qui parlait de harnais de trapèze et de normes ISO pour le largage rapide. Alors là, j'ai un petit problème, c'est que j'ai découvert, en voyant cette question, j'ai travaillé un peu sur cette question, que la règle 50.1 petit c, donc cette notion je vous l'ai mis au-dessus là, en noir,
de l'harnais trapèze n'est pas supprimée pour le kiteboard, alors qu'elle est supprimée pour le windsurf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Si c'est pas une erreur de l'avoir oublié de la supprimer, parce que pour moi, un kiteboard n'a pas de harnais de trapèze. Donc, il y a cette chose. Alors, ce que j'ai quand même été voir, c'est la division 240. Alors ça n'a rien à voir avec de course à la voile, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a la division 240 2.11 qui parle alors c'est kiteboard, mais c'est les planches aérotractées, je crois. Et il y a une recommandation pour l'instant, et donc ce n'est pas une règle RCB. Alors là, je renvoie vers, j'ai posé la question officiellement. Je sais qu'ils travaillent dessus au niveau de la commission. Il y a une recommandation de disposer d'un couple-ligne et d'un système de sécurité d'aile de normes ISO. Et vous voyez que c'est une norme ISO qui est différente de la 10862 du harnais de trapèze, qui est la 21853. Vous voyez, je vous l'ai mis. Voilà. Donc pour moi, c'est qu'une recommandation pour l'instant. Et de toute façon, souvenez-vous que cette règle 50.1, si elle s'applique au 1er janvier 2023. Donc, on a encore le temps de voir. Et je sais que pour les championnats de France, cette question va se poser pour savoir est-ce qu'il faut venir avec un système de largage ISO ou pas. Bon, voilà. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas, les RCB n'imposent pas ce genre de choses. Même si la 50.1c est mise, il n'y a pas de. Voilà. Et je trouve que cette 50.1c, elle ne concerne pas le kite parce que ce n'est pas un harnais de trapèze. Il n'y a pas de règles spécifiques au kiteboard. Alors, chose qui m'a fait beaucoup plaisir en voyant une autre modification importante, très importante, je pense, pour les kiteboards, c'est la notion de réparation. Eh ben, c'est quelque chose que Christophe Gaumont va se reconnaître quand il va voir ce que je vais afficher à l'écran. C'est quelque chose qu'on a pratiqué dans d'autres supports depuis très longtemps. On a la règle 62, réparation, est modifiée. Et il y a même une suppression d'un point particulier, c'est qu'on ne peut plus accorder réparation pour un bateau, bien sûr sans qu'il y ait faute de sa part et son score aggravé de façon significative, par une blessure, un dommage physique ou un enchevêtrement dû à l'action d'un kiteboard ayant enfreint une règle du chapitre 2 ou d'un navire qui n'était pas en course, qui était tenu de se maintenir à l'écart. Il n'y a plus de réparation possible pour ce point-là. C'est chose qu'on avait déjà fait pour les Diam 24, de ne plus d'avoir de réparation. Alors, le commentaire, c'est d'essayer d'entraîner une navigation plus prudente avec moins d'incidents. Et en plus, cette notion d'enchevêtrement était quand même très difficile, souvent à convenir, à définir. Alors, pourquoi je vous ai d'abord mis la règle 62? Parce que vous voyez que cette notion de fait qu'il n'y ait plus de réparation possible pour un bateau, un kiteboard qui a subi un dommage ou une blessure due à une action d'un autre bateau qui a enfreint une règle chapitre 2, ça veut dire aussi que pour le bateau qui a enfreint une règle du chapitre 2, qui doit effectuer une pénalité, la règle 44.1, effectuer une pénalité, est aussi modifiée pour un petit peu tenir compte de ça. Vous voyez, avant, il y avait juste, ce qui est classique, le kiteboard a causé une blessure, un dommage ou un enchevêtrement, ou malgré la pénalité effectuée, a obtenu un avantage significatif, il doit abandonner, ça c'est toujours valable, ou a causé un désavantage significatif pour l'autre kiteboard dans la course ou la série grâce à son infraction, il doit aussi abandonner. Vous voyez, comme il n'y a plus de réparation possible pour le kiteboard prioritaire, il y a une pénalité plus forte qu'un tour si le kiteboard qui a enfreint la règle a fait perdre beaucoup de temps à l'autre kiteboard avant qu'il reprenne la course ou même en absence de dommages ou de blessures. Alors ça, c'est du boulot pour le jury qu'il va falloir aussi régler cette notion de désavantage significatif. Bon. Mais ça me rappelle aussi quelque chose parce que pareil, je reprends sur notre exemple de Diam 24 qu'on avait fait il y a très longtemps. On imposait aussi aux bateaux qui avaient enfreint une règle et qui avaient cassé l'autre bateau d'attendre qu'il soit de nouveau en course pour renaviguer. Donc voilà, c'est pas le cas, c'est que dans la course en question, mais ça se ressemble un peu. Et au niveau de la décision, il y a aussi une notion un petit peu plus sévère sur la décision. Vous verrez, il y a une nouvelle règle 64.2 petit c. Alors, elle n'est pas encore à l'écran, mais vous allez la voir arriver. Toujours qui découle du fait qu'il n'y a plus de réparation possible pour les kiteboards prioritaires. Donc, on a réécrit un petit peu la règle d'enchevêtrement. Et si un kiteboard, j'espère que ça va arriver, a enfreint une règle et qu'il en résulte un enchevêtrement pour la deuxième fois ou plus pendant la même épreuve, attention, la même épreuve, sa pénalité doit être une notification non retirable. Donc, vous voyez, cette notion de DNE va apparaître sur un kiteboard qui a enfreint une règle et qui, pour la deuxième fois ou plus,
a en causé un enchevêtrement. Donc, vous voyez, c'est une sanction un peu plus sévère sur ça. Alors, je n'ai pas tout parlé hein, sur les modifications au niveau du kiteboard, avec d'autres modifications, mais qui, moi, j'ai considéré comme étant un petit peu à la marge. Donc, l'avant-dernier point que je voulais vous parler, vous allez voir, ça va être très rapide. C'est que c'était moi hein, qui avait dit, tiens, il faudrait qu'on parle aussi de la situation des bateaux volants, donc qui commencent à arriver, et voir comment les règles de course à la voile se sont adaptées à ces notions de bateaux volants. Bah, vous allez voir que ça va être très rapide, parce que vous allez voir que pour l'instant, les règles de course à la voile n'ont pas vraiment, il n'y a pas vraiment de modifications ou de choses qui concernent ces bateaux volants dans les RCV. Alors, je ne reviendrai pas sur les règles d'équipement des voiliers, hein, les REV, donc avait parlé Jean-Luc Gauthier hier, où là, la notion, j'en parlerai juste 10 secondes, mais la notion de fold, d'impadice de coque, qui sont des folds, sont définies, mais il n'y a pas aussi énormément de choses. Il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est la définition d'obstacle, où en fait juste a été ajouté, mais une chose qu'on faisait déjà, mais pas forcément une notion de ligne qui peuvent être définies dans les instructions de course. Donc cette notion de ligne, c'est quelque chose qui n'est pas forcément physique, qui peut être virtuel, et qui permet comme ça de définir des zones interdites, des zones qui sont considérées comme des obstacles, pardon, dans les instructions de course. Alors, vous verrez, parce que je vois que ça n'arrive toujours pas, que cette notion de... Alors, on parlait d'objets, donc d'objets, ça peut être des bouées, des boundaries, des petites bouées qu'on mettait, mais cette notion de zone ou de ligne ainsi définie dans les instructions de course, ben, on a modifié... Alors ça, c'est valable pour tout le monde, hein, pour tout, que ce soit tous les supports. Hein. Cette notion de ligne est intéressante parce que ça permet de rajouter dans les IC facilement des zones, des trucs, des genres, vous ne pouvez pas dépasser tel endroit, sauf qu'avant devait entraîner l'obligation de modifier la définition obstacle qui n'est pas modifiable parce qu'on ne peut pas modifier les définitions. Donc maintenant, on peut mettre des lignes. Donc voilà, donc c'est valable pour tous, hein. C'est pas que pour les bateaux volants, mais c'est valable pour tout le monde ça. Au niveau, je vous ai dit, des foils, la seule notion de mot foil qui, dans les règles d'équipement des voiliers, c'est une définition qui parle. Alors, je rentre pas dans les détails hein, sur la définition, parce qu'on parle de fuselage, de mat foil, d'élévateur, de aile avant et l'arrière. Vous verrez, bon, ça, c'est des choses un peu compliquées, mais c'est la seule notion de foil qui est dans les règles d'équipement des voiliers. Et j'en ai bientôt terminé, hein, parce que je vois qu'il est 19h passé même. Il y a juste une seule notion dans les RCV, les règles de course à la voile, qui parle de moment de vol, c'est la 42, la propulsion. J'en ai déjà parlé lundi pour ceux qui étaient présents. C'est que maintenant, il est explicitement écrit que chaque voile peut être bordée autant de fois que voulu pour initier le vol. Et bien, si vous regardez bien, c'est la seule fois où le mot vol apparaît dans les RCV. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui concerne ce genre de choses. Et juste pour terminer, hein, je sais qu'il y en a qui font pratique de la voile radiocommandée et qu'on en parle très peu souvent. Donc, j'ai juste regardé, pour oublier personne, il y a très peu de modifications importantes dans l'annexe E, voile radiocommandée. La notion d'appel à la voix est un peu modifiée. La notion de enchevêtré ou qui est échoué est remplacée par désemparé. Il y a une notion de désemparé. Et il y a la possibilité de mettre des pénalités supplémentaires d'un tour jusqu'à que l'avantage soit annulé. Ça, c'est exemple pour quand on donne une pénalité, quand un bateau a obtenu un avantage dans une flotte, et grâce à son infraction, et qui fait, malgré sa pénalité effectuée, il a toujours son avantage, ben là, on pourra mettre des pénalités supplémentaires. Donc voilà, ben, vous n'avez toujours pas la VRC qui apparaît, ben, d'après mon écran, mon retour. Donc j'espère que vous allez la voir apparaître, parce que c'est la dernière que je voulais vous présenter. Donc pendant que la VRC apparaît, je ne sais pas pourquoi, c'est aussi lent. Donc, je regarde un petit peu les questions. Il n'y a pas de questions, Romain. Il n'y a pas de questions. Alors, si je vois si je vois qu'il y a des questions sur, il serait quand même judicieux de dire que certaines classes utilisent des règles haute vitesse spécifiques. Oui, il y a des règles spécifiques pour les bateaux volants ou rapides qui modifient tout, hein, qui modifient pas mal de choses. Bon, c'est des choses qui sont spécifiques et qui sont dans les annexes High Speed Boat au niveau de World Sailing.
Voilà, j'en ai pas parlé, mais oui, c'est vrai, ça existe et ça modifie pas mal de choses. Hein. Alors après, je vois, il y en a qui disent la 17 est supprimée. Mais oui, mais de toute façon, ça, moi, je ne parle que des modifications. Hein. Donc, sur les notions de high speed boat, mais ça, c'est pas ce que je voulais vous présenter les petites modifications. Voilà, donc pas d'autres questions. J'en ai un peu dépassé, désolé. J'espère que vous m'en voulez pas. Donc non, il n'y a pas d'autres questions. J'essaie de voir parce que je découvre les trucs parce que j'ai pas regardé en même temps. Oui, j'ai pas tout parlé des équipements avec les 8 kg, les 1,5 kg de boissons, mais bon, ça c'est des choses qui existaient déjà avant. Ok, bon Romain, je te remercie pour ta présentation. Merci à tous pour avoir assisté à cette troisième séance. Et donc, je vous donne rendez-vous pour ceux qui souhaitent voir ou revoir la première séance lundi prochain à 18 h. Bonne soirée à tous.